Et voilà, on est en direct, Christophe. Bonjour à tous. Bonjour Stéphane. Bonjour. Christophe et moi, on est tout prêt. On va attendre, comme d'habitude, 2-3 minutes avant pour laisser la possibilité à tout le monde de se connecter. Les quelques retardataires ou ceux qui n'arrivent pas à régler leur son. Donc, vous avez un module de chat à droite de l'écran qui permet donc à tout le monde de se dire bonjour. Je m'empresse de vous dire bonjour. Voilà. Et puis à côté, vous avez un autre module qui est un module de questions où vous pourrez poser vos questions au fur et à mesure. Ça évite qu'elles se perdent dans le chat. On peut les liker. Ça permet de faire remonter une question parfois quand il y en a plusieurs. Voilà, donc on va attendre 2 minutes. En tout cas, on est ravis cette semaine de faire ce webinaire avec toi, Christophe, et KMS. On va d'abord se présenter, puis vous allez voir, c'est interactif. On va prendre quelques use cases. Enfin voilà, ça devrait être sympa. Il y a encore quelques participants qui arrivent. Oui, c'est en train de se stabiliser. Voilà. Bonjour je vois quelques noms connus. Bonjour à tous. J'aimerais remercier côté Blixo, Ombeline et Andrea et Anne-Mathilde qui ont travaillé à l'organisation de ce webinaire. Je sais que moi, je ne le fais jamais. Je vais engueuler maintenant. Merci Stéphane. Donc je me remercie aussi Géraldine. Et Géraldine, je te remercie pour les fois précédentes. Bon, on va démarrer. Je pense que c'est en train de se stabiliser. Allons-y. Donc, je suis ravi de lancer ce webinaire et d'accueillir Christophe. Christophe, peut-être que vous pourrez commencer par ce que tu te présentes. Oui, donc moi je suis Christophe, je suis cofondateur et CEO de QuickMS. Est-ce que je fais la petite présentation QuickMS maintenant? On enchaîne? Et après, tu feras Blixo. Allez, je vais vous partager mon écran. C'est la minute de pub de l'un et de l'autre, et après, on rentre dans le dur. Voilà, et après, on vous apporte vraiment ce à quoi vous êtes venus. Donc, nous, QuickMS, on est un éditeur de logiciels et on a pour mission d'être votre assistant pour vraiment vous faire gagner du temps avec l'humain. On pense que la majeure partie du travail des RH se consacre à des tâches sans valeur ajoutée qui peuvent être automatisées. Et donc, on veut amener des outils et des services qui vont aller dans ce sens par donc tout ce qui est pilotage de la donnée, RH notamment, et avec énormément de centralisation et de mise en conformité de vos données. Donc on fait cela avec 2 outils à l'heure actuelle. Un outil graphique est un outil de data visualisation sur lequel vous pouvez intégrer toutes vos sources de données, mais notamment le fameux fichier DSN que vous adorez tant. Et grâce à ce fichier DSN, on va vous produire des centaines d'indicateurs RH, des tableaux de bord par problématique, et aussi répondre à vos obligations légales telles que l'index FAMOM, la B2SE, le bilan social, etc. Et un deuxième outil qui s'appelle Quorum, qui est vraiment là pour aider le CSE et les directions à mieux dialoguer. Et dans Quorum, on va gérer tout ce qui est ordre du jour, PV, vote en séance, heure de délégation, diffusion et communication de documents, notamment la B2SE, donc Quorum est relié à notre outil graphique. Donc vous aurez à la fin du webinaire mes slides avec des petites présentations un peu plus abouties sur les 2 fonctionnalités. Donc je vais laisser la main à Stéphane pour se présenter Blixo. Merci. Alors, partager l'écran. Voilà. Stéphane, tu n'es pas sur le bon écran. Ah. Pourquoi je ne suis pas sur le bon écran? Excusez-moi. Voilà, diapo se met du mauvais côté. Ok, excusez-moi. Partager l'écran. Voilà. Là, on est bon. Voilà, excusez-moi. Donc, nous, Blixo, il y en a pas mal parmi vous qui sont habitués de ces webinaires, donc vous connaissez, mais pour ceux qui ne connaissent pas, on est un tout-en-un modulable avec 5 outils. Et ces 5 outils permettent à nos clients, à nos entreprises adorées, d'accélérer leur transformation,
tout en gardant leurs équipes embarquées. Donc, on a 5 outils. Un outil de 360 feedback avec beaucoup de modèles et de fonctionnalités dont on parlera un peu tout à l'heure. Un outil de prise de pouls, donc de pulse. Un outil de coaching pour aider les gens seuls et pas les laisser avec leurs problèmes après avoir vu les résultats du pulse. Un outil de Ask, un outil de sondage à la carte, et puis un outil de Bravo qui permet d'installer la culture du feedback positif. L'application existe dans 20 langues, est utilisée dans 40 pays dans le monde, et on travaille avec aussi bien des startups ou des scale-up, des PME pas très connues mais très talentueuses, et puis des grands groupes, des ETI ou du CAC 40. Voilà, je vais arrêter là. Et donc ce matin, on va parler de performance RH et s'interroger sur quels sont les bons indicateurs et comment faire pour améliorer et mesurer le ROI des actions RH. Alors, voilà, donc première chose, c'est un postulat, mais c'est bon de le rappeler, tout ce qui se mesure s'améliore, donc il est essentiel de mesurer. Et, parce qu'on n'est pas contre gens très sérieux, celui-là que j'adore, 95% des gens croient qu'une affirmation qui contient un chiffre est vraie. Donc ça veut dire aussi qu'on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres, donc ils ont beaucoup de puissance, et autant leur faire dire des vraies choses, mais vous voyez, c'est une arme importante pour vous. Alors, pourquoi est-ce qu'on a organisé ce séminaire? Parce que ce webinaire, parce que j'ai repris mes albums du Père Castor quand j'étais petit. Je ne sais pas si vous vous souvenez du Vilain Petit Canard, et j'ai souvent cette impression, c'est que le DRH, le RH, quand il est au comité de direction, quand il est au board, il est un peu le seul à ne pas avoir des indicateurs dans tous les sens qui lui permettent de mesurer vraiment le ROI de ses actions. Autant le directeur de la logistique, de la finance, du marketing, de la production, des ventes, sont capables de donner des indicateurs très précis sur beaucoup de choses. Autant le RH, c'est un peu compliqué. Et en plus, ces indicateurs, quand il en a, sont très tournés vers le passé. Il a du mal à faire du prédictif avec. Alors ces indicateurs, j'ai listé un peu quelque chose, mais il y en a évidemment beaucoup plus. On va avoir très facilement quelle est la masse salariale, le taux de turnover, la pyramide des âges, le nombre de CDI versus le nombre de CDD, l'absentéisme, combien il y a d'hommes, combien il y a de femmes, etc., combien j'ai de jours de télétravail. Mais finalement, il n'y a pas grand-chose côté mou. Je vous ai mis un truc que j'adore, c'est les temps sont durs, il faut voter mou. Donc en fait, tous les indicateurs que je vous montre là, on va les qualifier de durs. Par contre, il n'y a pas grand-chose sur la partie molle des RH, ce que l'on appelle en France, peut-être avec un peu d'erreur, les soft skills, parce que c'est beaucoup plus large que ça. Mais voilà, la partie molle est très importante et elle a énormément d'impact. Je vais vous donner 2 graphiques sur l'impact, par exemple, de l'expérience collaborateur. Et vous voyez, en fait, ici, c'est la surperformance des entreprises qui s'intéressent à l'expérience collaborateur en termes de salaire, en termes de revenus, en termes de profit de l'entreprise, du profit par employé et de chiffre d'affaires par employé. Vous voyez ici, en fait, cette ligne-là, c'est les entreprises qui ne s'occupent pas vraiment de l'expérience collaborateur. Et donc, tout ce qui est à droite, c'est les leviers énormes qu'apporte cette partie molle des RH. Autre slide qui dit la même chose, mais qui est vraiment éloquente. Vous voyez la courbe entre 2012 et 2017 du prix des actions d'entreprises qui se sont mis à travailler très sérieusement l'expérience collaborateur. Et dans tous les domaines, donc ça c'est une étude américaine, que ce soit les Best Place to Work dans Glassdoor, le Nasdaq, donc les entreprises plutôt tech, ou le S&P 500. Voilà. Donc en fait, le mou, ça a vraiment de l'impact. Et je te laisse la suite, Christophe. Alors moi aussi, Stéphane, j'ai une petite citation qui fait écho à la tienne. C'est pourquoi, enfin moi j'ai une question, c'est pourquoi il faut mesurer avec une citation qui va de pair.
qui est un proverbe français dont je ne n'ai pas l'auteur, je l'ai trouvé sur le Figaro, qui ne mesure, guère ne dure. Je trouve assez bien et qui va bien dans le contexte. Alors, selon vous, pourquoi il faut mesurer vous êtes certainement à même à le savoir. Donc, moi, je considère que, étant spécialiste, et ce que je vois souvent chez nos clients avant qu'on les déploie, c'est qu'ils n'ont pas forcément de synthèse, donc ils n'ont aucune vision ou très rarement une bonne vision de leurs données. Je reviens encore à une discussion que j'ai eue mercredi dernier avec un responsable SIRH d'un grand compte et qui me dit clairement qu'ils n'ont aucune idée de combien ils sont dans le groupe. Donc compliqué d'agir et d'avancer. Bien sûr, la synthèse, ça ne sert à rien si on produit juste des chiffres sans les analyser, sans réfléchir dessus, on ne tire guère d'enseignement. Et ce qu'il faut avancer, c'est une fois qu'on a ces enseignements, arriver à remonter vos forces et vos faiblesses. Et pareil, j'ai un exemple assez intéressant d'un client qu'on a déployé il y a 2-3 ans, un service de ressources humaines, qui, en fait, en voyant le nombre d'entrées-sorties qu'ils ont réalisées sur un an, ne s'étaient pas rendu compte qu'ils avaient fait plus de 80 contrats à 3 et 80 départs. Donc, ils ne s'étaient pas rendu compte de la charge de travail que cela apportait et ils n'avaient pas fêté ces réussites. Ça permet aussi de fêter les réussites, de montrer les forces. Et à contrario, ils n'avaient pas vu, par exemple, un indicateur que je vous montrerai tout à l'heure, qu'il y avait beaucoup de départs, les gens ne restaient pas. Donc, ils n'avaient pas repéré leurs faiblesses, il ne s'agissait pas dessus. Et donc, ce qui va dans la transition du petit point d'après, c'est que une fois qu'on a ces faiblesses, on peut mettre en place des actions pour aller agir dessus. C'est assez basique, assez classique, mais c'est des standards que peu ou prou de sociétés, des fois, ne mettent pas en place. Alors, j'ai une question pour vous. Est-ce que Excel est votre meilleur ami? Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous répondiez un petit peu dans le chat qui utilise Excel pour faire de l'indicateur RH. Allez, je voudrais aller quelques réponses quand même. C'est le moment de taper moi. Au milieu d'entre ou pas moi. Voilà, Sandrine, Anaïs. Moi, j'utilise Excel. Laurence, une bonne élève. Noémie, oui, j'utilise Excel. On a quand même beaucoup de gens qui utilisent Excel. Je vois qu'il y a quand même des bons élèves qui n'utilisent pas forcément Excel, mais je vois qu'il y en a qui sont que des uniquement Excel. C'est top, ça. C'est top, tous ces petits commentaires. Alors, ceux qui utilisent Excel, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi c'est pas bien d'utiliser Excel? Alors, quel est le danger à utiliser Excel selon vous? Julie, tout doit être calculé à la main. Données fausses, effectivement. Julie, malheureusement, vous n'avez pas beaucoup de chance. Hein. Risque de perte de données de Rafki. Noémie, risque d'erreur. Oui, tout à fait. Donc, vous êtes bien conscience de cette problématique, vous qui utilisez Excel, vous voyez bien les dangers que fait face votre entreprise. Retraitement de données, perte de temps, tout à fait. Données non protégées, exact, Valérie. Donc, on est bien d'accord. Moi, j'en ai... oui, Mounir, bien tout à fait. Les CRH finissent tous par donner des extractions Excel. Alors moi, effectivement, donc des choses que vous avez marquées dans le chat, donc vous avez presque fait le slide pour moi. Une erreur de virgule est vite arrivée, donc on ne se rend pas compte qu'il y a un problème et qu'on ne se rend pas compte qu'on a un chiffre faux. Ce que je trouve, moi, le plus embêtant dans Excel, c'est que c'est très compliqué à diffuser. Compliqué d'aller montrer un tableau de bord à tous les managers, d'ouvrir votre fichier Excel et que tous les managers viennent le regarder. Ou sinon, vous vous mettez à faire des captures écran de votre indicateur Excel que vous mettez dans un mail et que vous envoyez. Ou vous le mettez dans un plan. Assez compliqué à diffuser, ils n'ont pas la main, ils ne sont pas autonomes. Aucune automatisation. Alors, le nombre de RH que je vois passer des jours et des semaines à monter des KPI qui sont des fois peu utilisés. Et comme vous l'avez dit, croisement de données fastidieux. Donc, allez croiser les données que, par exemple, Bixo va vous sortir versus votre logiciel de paye. Il faut que vous ayez les mêmes référentiels, il faut que vous ayez les matricules pour pouvoir croiser, etc. Donc, c'est assez compliqué de pouvoir faire des analyses. Donc, oui, allez, moi, un des premiers conseils que je vous donne, en fait, parce que ça fait transition parfaite sur mon slide suivant, c'est mettre en place des tableaux de bord RH performants. C'est quoi? C'est d'abord gérer le stockage. C'est mettre en place un data warehouse RH. Donc, ça peut être
un logiciel comme chez nous, graphique, qui peut vous permettre de stocker toutes vos données RH, mais ça peut être d'autres logiciels qui sont très bien sur le marché. Faites en sorte que cet outil de stockage soit accessible, c'est qu'on puisse se connecter, qu'on puisse mettre en place des droits d'accès pour que les gens puissent consulter ce que vous allez mettre en place, les tableaux de bord, et regarder que ce data warehouse est diffusable, donc on peut peut-être pousser des mails, pousser du reporting. Donc une fois que vous avez votre data warehouse RH en place, votre BI RH en place, il va falloir quand même que vous commenciez à analyser vos données, à faire un audit de la data, pour aller chercher donc, vos points forts et vos points de faiblesse. Définir ce qu'on appelle en anglais les pain points ou les points de douleur. C'est par exemple des taux d'absentéisme trop forts, un taux de départ important, un taux de turnover qui explose, une masse salariale qui déborde à chaque année. Vous faites rattraper par la police du TAF en disant mais vous avez fait n'importe quoi sur votre masse salariale, vous pouvez exploser les budgets. Voilà, donc tous ces points-là qui sont importants à les remonter. Et une fois que vous avez les points de douleur sur lesquels il est important d'agir, c'est définir avec la direction un plan d'action, mais surtout un KPI à date. Donc aujourd'hui, on est à temps de ratio d'absentéisme et on vise, grâce au plan d'action, de tomber à temps. Exemple, 10% de taux d'absentéisme, on va essayer de réduire à 8% parce qu'on va mettre en place de la QVT, on va mettre en place des choses pour les AT, etc. Et bien sûr, une fois que les KPI sont en place, le plan d'action défini, il faut communiquer. Vous êtes obligé, si vous voulez vraiment agir sur la donnée RH, d'aller vers le RH le plus à proximité du salarié, donc d'aller vers le manager. Il faut impliquer vraiment les acteurs de proximité, manager, RH de proximité, direction, voire même le salarié. Je suis désolé, mais les salariés, on les implique rarement dans les indicateurs RH de la structure. Mais pourtant, Stéphane, tu confirmeras, mais les personnes qui impactent le plus l'onboarding et la qualité de l'accueil des salariés, des nouveaux collaborateurs, c'est les salariés eux-mêmes. Donc, il faut vraiment impliquer tout le monde. Voilà sur cette introduction. Stéphane, je crois qu'on s'était dit qu'il y avait une petite série de questions-réponses. Est-ce que j'ai pas vu de questions dans le chat? Non, il n'y a pas de questions pour l'instant. Est-ce que vous avez des Si vous voulez qu'on fasse une petite pause là questions? pour faire petite pause questions, sinon je déroule sur 2 use cases. On va dérouler sur 2 use cases avec Stéphane, le temps que les questions arrivent. Un use case sur le recrutement et un use case sur l'absentéisme. Bon, écoute, apparemment pas de questions. Ouais, Donc continuons. Elles arriveront sûrement avec les use cases. Sinon, ça veut dire que nous sommes peut-être très clairs ou très ennuyeux. On fera un sondage à la fin. Voilà. Ennuyeux, les gens ne se sont pas déconnectés. Donc pour l'instant, vous savez que vous avez le droit de partir. Hein. C'est pas obligatoire. Alors, politique de recrutement. Moi, avant de parler comment agir sur sa politique de recrutement, je vais vous parler de 2 indicateurs clés en matière de suivi RH, qui est alors un nom qui fait peur, le taux de survie. Le taux de survie, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Alors, ce taux de survie, en fait, c'est un indicateur. On doit regarder quelle est la proportion de salariés qui sont encore là au bout d'un an. Donc, c'est-à-dire que vous allez regarder tous ceux qui rentrent dans l'année et voir au bout d'un an s'ils sont toujours là. Il faut savoir qu'en France, le taux de survie, il est de 70%. Ça veut dire qu'en gros, il y a un CDI sur 3 qui part de son entreprise parce qu'il y a un problème d'onboarding, un poste qui n'est peut-être pas conforme à ses attentes, une mauvaise relation avec le manager. Voilà. Donc, c'est un mal-être français. Vous savez qu'un recrutement coûte très cher. La dernière statistique, je crois que j'ai en tête, c'est à peu près 5 000 € par recrutement. Donc, un recrutement raté, c'est 5 000 € de perdu. C'est beaucoup de temps passé à former la personne, à l'impliquer pour finalement qu'il s'en aille ou que vous l'arrêtiez. Donc voilà, très important. Et je trouve que c'est l'un des indicateurs les plus importants pour suivre une qualité de recrutement, le taux de survie. Bien sûr, apprendre uniquement sur les CDI, les CDD n'ont pas forcément tendance à rester. Donc je vous ai mis dans le PowerPoint que vous aurez la petite formule de calcul. Autre indicateur assez important, qui est une variante du taux de survie, mais donc c'est le taux de fuite ou le taux de sortie, où en fait on va regarder le nombre de départs par tranche d'ancienneté. Où donc vous avez chaque graphe ici, là, c'est une tranche d'ancienneté, et on regarde le nombre de personnes par tranche d'ancienneté au début de la période et le nombre de personnes qui sont parties sur la période. Et vous avez donc une courbe qui, en théorie, va être assez forte sur les 2 premières années, parce qu'on a des taux de départ assez forts. Donc, le taux de survie ici est donné ici. Mais par contre, on peut s'apercevoir qu'au bout de 2 ans, les gens font le tour de leur poste et s'en vont, et avec un taux comme dans notre exemple assez fort au bout de 2 ans.
Puis la théorie, c'est que normalement la courbe que vous avez ici baisse pour remonter sur la fin en fonction des départs à la retraite. Ce qui est normal, donc que les gens au bout de 20 ans, 25 ans partent, il faut bien qu'ils aillent se reposer par un repos mérité. Voilà, donc je vous ai expliqué dans ce slide avec la petite définition et comment ça se calcule. Et je crois que Stéphane, je te passe la main pour la partie suivante. Ouais. Tu vas aller agrémenter mes indicateurs d'analyse Bixo. Exactement. Alors, partager l'écran. Tac. Voilà, je pense que ça marche. C'est bon. Ouais, ok. Donc, deux chiffres qui viennent d'une étude Glassdoor. Un onboarding, donc une période d'incorporation réussie, ça augmente la rétention de 82%. Donc là, on est directement sur la suite du beau graphe que nous montrait Christophe. Et puis, à contrario, une mauvaise expérience d'onboarding pousse les nouveaux entrants à regarder durant l'onboarding 2 fois plus que les autres, à regarder si finalement il n'y aurait pas un job plus intéressant ailleurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre dans le détail ce qui se passe à ce moment-là et comment améliorer. Et là, la data va pouvoir être très utile. Vous voyez ici, donc là, c'est un extrait de Bixo. Ici, on a toute une suite d'items qui sont autant d'indicateurs qui font la motivation, le bien-être, l'engagement de quelqu'un. Et c'est juste un extrait de l'écran, il y en a encore plein. Et puis derrière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un tri, donc ça se fait vraiment en 2 clics, avec des tranches d'ancienneté. Donc on a pris moins de 6 mois, de 6 mois à 2 ans, de 2 ans à 5 ans, et 5 ans et plus. Et on voit par le jeu de couleurs que sur les gens qui sont là depuis moins de 6 mois, il y a toute cette partie qui est quand même très rouge par rapport au reste. Et ici, tous les gens qui sont entre 6 mois et 2 ans d'ancienneté, où il y a quand même beaucoup de rouge, qui ont donc des notes nettement inférieures au reste de l'entreprise, et en particulier aux gens qui sont là depuis longtemps. Donc, ça va nous donner clairement les items sur lesquels il faut travailler pour améliorer l'onboarding. Parce que c'est compliqué l'onboarding. Donc ça, c'est le premier sujet, et on va même pouvoir les prioriser. Le deuxième sujet, donc ça, c'est la data qu'on a donnée au RH, ou au responsable du projet d'onboarding. Mais ce qui est intéressant, c'est de donner de la data aussi, comme le disait très justement à Christophe, il ne faut surtout pas oublier les collaborateurs, parce qu'ils ont un levier énorme dans leur développement et dans leur rôle sur l'intégration, par exemple. Et donc, pour les collaborateurs, ce qu'on peut leur proposer, c'est de faire des 360, qui sont maintenant des choses très simples. Donc ça, c'est un extrait aussi de Bixo. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est qu'on a demandé, c'est un autotest qui se fait très simplement, on a demandé à la personne de se positionner en disant, à la fin, par exemple, de sa période d'essai, pour comprendre si cette personne se sent est plutôt raccord par rapport à la culture et aux attendus, quels efforts elle doit encore faire pour vraiment adhérer à la culture locale. On lui a demandé de se positionner sur ce qu'elle devait améliorer, ce qu'elle pensait devoir améliorer. Ses réponses, ce sont ces petits bonshommes. Et donc, elle a répondu que, par exemple, il fallait qu'elle apprenne plus, elle aille peut-être plus auprès des autres pour avoir des feedbacks. Elle a dit qu'elle devait décider peut-être un peu plus et puis se perfectionner dans la mise en œuvre. Et effectivement, ses pairs, ses collègues, son manager lui ont dit tout à fait, tu es très clairvoyant et effectivement, il faut que pour nous, c'est très important cette notion d'apprentissage. Donc, on t'encourage à aller plus loin. Et certains ont dit oui, effectivement, dans la décision et dans la mise en œuvre, tu peux aller un peu plus loin, mais ce n'est pas majeur. Par contre, il y en a quand même 3 dans le 360 qui vont dire attention, il y a un sujet sur lequel on trouve que tu pourrais aller un peu plus loin, c'est ta capacité à donner du feedback constructif aux gens avec qui tu travailles pour qu'ils se développent. Donc vous voyez là, ce qui est intéressant, c'est que de la data pour le RH et de la data pour le collaborateur vont permettre d'améliorer significativement l'onboarding et donc d'éviter la chute que nous montrait tout à l'heure Christophe dans son graphe. Christophe, je te laisse. Non, c'est pas d'ailleurs, je te laisse pas. Je commence l'autre. Pardon, l'autre cas. Donc l'autre use case. L'autre use case. Par contre, j'ai entendu des bip bip. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est un problème okay. d'utilisation du bottom page. Ah, ok.
Ok. Donc, le deuxième cas, c'est est-ce que l'ambiance et la motivation ont un lien direct avec l'absentéisme? Alors, évidemment, on va partir du postulat que oui. Mais on va essayer de comprendre. Donc, en fait, la motivation d'un collaborateur, son engagement, finalement, ce qui fait entre autres, qui vient au travail le matin, ça dépend de très nombreuses choses. Il y a énormément d'impacts, donc comme évidemment la rémunération, mais vraiment, il n'y a pas que la rémunération, il y a les conditions de travail, la flexibilité, la sécurité de l'emploi, les challenges, la façon dont je me sens intégré, reconnu, etc. Et ce qui est intéressant pour améliorer, finalement, la question c'est comment faire pour améliorer l'ambiance et comment garder les gens engagés, en particulier dans les périodes de transformation que vivent très fortement les entreprises, bah, c'est d'itérer. On ne transforme pas une entreprise en un claquement de doigts, on ne transforme pas un process ou un service en un claquement de doigts. Ce qui fonctionne, c'est le pas à pas. Et donc, ce qu'on fait, c'est on va capter de l'information, on l'analyse, on priorise, ce qui est un point essentiel, on agit et on ajuste, et ainsi de suite. Et ce looping, ce feedback loop là, cette boucle de feedback, elle permet d'avancer en conservant tout le monde dans le train, en laissant personne sur le quai, en gardant les gens embarqués. Alors le sujet c'est, ok, mais comment prioriser, comment analyser, et comment décider sur quoi on doit se travailler en premier. Là, je vous montre une vue de Blixo. Vous voyez ce graphe, en fait, donc on a posé les... Là, vous voyez ici, attendez, je vais activer mon stylet. Voilà, ici, vous avez des thématiques. Donc, on est dans l'outil Pulse, donc la prise de pouls en temps réel. On pose des questions aux gens, on anonymise leurs réponses, on les agrège et on les restitue aux différentes parties prenantes de façon qu'on espère intelligente. Donc là, c'est les 14 thématiques que l'on traite et dans chaque thématique, il y a plusieurs questions. À chaque thématique correspond une couleur et à chaque point correspond une question. Et on retrouve dans ce graphe les notes. Donc ce point-là, par exemple, il y a une note moyenne de 4,3, j'imagine, voilà, ici. Et ces points sont classés entre trois zones différentes. Tous les points qui ont un impact faible sur l'engagement, les points qui ont un impact modéré sur l'engagement et les points qui ont un impact fort sur l'engagement. Ici, on voit sur 100% de l'effectif, par exemple, que ce point-là, c'est la plus mauvaise note qui a été donnée, donc ça pourrait être une priorité. Et en l'occurrence, moi je le sais parce que j'ai la légende, c'est la carrière. Je n'ai pas une grande visibilité sur ma carrière et ça me frustre, ça crée de la démotivation chez moi. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire des tris très facilement. Et là, je me suis amusé à faire un tri sur cette fameuse, vous savez, cette fameuse tranche qu'on voyait tout à l'heure, qui étaient les gens qui sont depuis moins de 6 mois. Vous voyez, les points sont beaucoup plus éclatés. Et ce point-là, c'est celui-ci. Donc vous voyez qu'il est remonté dans le graphe. Donc maintenant, on sait qu'il a un impact très fort sur l'engagement et qu'en plus, c'est la plus mauvaise note. Donc s'il y a bien un truc à gérer, c'est de donner de la visibilité sur quelles peuvent être les carrières dans notre société, quelles peuvent être les mobilités dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans dans notre société, à tous les nouveaux arrivants, parce que c'est leur principale source de démotivation, de désengagement. Voilà ce que je voulais vous montrer. Et Christophe, je te laisse la parole pour la suite. Alors, suite à ça, il faut faire un constat aussi sur votre absentéisme. Et donc, moi, je vous propose quelques indicateurs pour aller regarder votre absentéisme. Donc, vous verrez certainement qu'il y a des indicateurs qui s'appellent par exemple les polyabsents. Donc, les polyabsents, ça va être le nombre d'absences par salarié. Et en général, un salarié fait 2-3 absences max par an. La plupart en font 0, mais on voit régulièrement des profils qui font 2-3 absences par an, qui représentent une bonne masse. Donc, vous avez mon graphique ici, qui est quand même la masse des personnes qui ont peu d'arrêts. Ça, c'est peu d'arrêts. Mais ceux sur lesquels il faut se concentrer et agir, c'est ceux qui ont beaucoup d'arrêts à répétition, où là, on voit potentiellement un mal-être. Et donc, plus vous avez de monde avec beaucoup d'arrêts à répétition, plus vous avez
effectivement une problématique d'implication et de cohésion. Autre élément pour vous permettre d'avoir un audit un petit peu de votre absentéisme, c'est de regarder votre taux d'absentéisme par tranche d'âge ou par tranche d'ancienneté. Où là, on va se retrouver par tranche d'âge le nombre de jours d'absence et le ratio d'absentéisme. On voit assez régulièrement dans les entreprises que malgré une croyance, ce sont quand même les jeunes qui sont le plus souvent absents. Parce qu'ils ne sont pas motivés, ils ne sont pas impliqués. Peut-être aussi qu'on a chez les jeunes plus d'enfants et donc plus de contraintes personnelles qui créent de l'absentéisme. Et on voit que l'absence diminue dans la tranche 35-50 ans et réaugmente un petit peu. L'idée de ces graphiques, c'est plutôt d'aller auditer pour savoir où est-ce qu'il faut agir, sur quel type de population il faut agir. Et donc, si on continue dans la logique, si on s'amenait avec Stéphane à croiser des indicateurs d'absentéisme et des indicateurs de satisfaction globale, on tomberait sur un tableau qui serait très proche de celui-ci. C'est-à-dire que sur la partie groupe de satisfaction, on a des notes. Donc, en moyenne, un groupe qui est en moyenne à 4 en satisfaction se retrouve avec 16% de taux d'absentéisme. Alors qu'un groupe qui a 8, 9, 10 de satisfaction, donc qui sont très heureux et très engagés dans la structure, on va avoir des taux d'absentéisme très très faibles. Et donc ça, c'est vraiment des données fictives, mais c'est en théorie ce que vous allez constater. C'est ce qu'on s'est dit avec Stéphane, le postulat, c'est que oui, ça a un impact. Donc forcément, plus le salarié est heureux, moins il est absent, et le taux d'absentéisme baisse. Alors, je vous ai mis une petite stat qui fait un petit peu peur, c'est quand même que le coût de l'absentéisme en France, c'est 4 000 € par an par salarié. Donc imaginez si vous arrivez à gagner 1 point, donc 1 point c'est 400 € par an par salarié, et que ce 1 point vous faites fois le nombre de salariés, ben vous êtes vite à un ROI monstrueux, peu importe ce que vous mettez en place. Que vous mettez en place Blixo pour prendre le pouls, que vous mettez en place graphique pour mesurer, ou que vous déclenchez un plan d'action de QVT avec des masseurs, etc., ben vous pouvez vite avoir un énorme ROI parce que baisser votre absentéisme va vraiment vous rapporter de l'argent. Ça va vous rapporter de l'argent, ça va rapporter une meilleure adhésion globale des salariés parce qu'une entreprise qui subit le fléau de l'absentéisme, c'est les autres collaborateurs qui compensent, parce que très compliqué d'aller remplacer quelqu'un sur une journée, sur 2 jours. Donc forcément, on prend la charge du travail de la personne qui est absente. Et à terme, on amène les gens en niveau de stress important et ils vont peut-être eux aussi partir en arrêt. Ils n'en peuvent plus d'être en charge de travail parce que les collègues d'à côté sont absents assez régulièrement. Donc voilà pour ces 3 indicateurs sur l'absentéisme. Je crois qu'on a fini. Oui, on a fini. Est-ce que vous avez des questions sur les 2 use cases, recrutement ou absentéisme? C'est le moment de reprendre votre souffle. Est-ce que les uns ou les autres avaient des questions? Est-ce que vous avez des remarques ou des expériences? Merci Julie. Donc Julie n'a pas de questions, donc on va attendre 1 minute ou 2. En attendant, est-ce que tu veux nous montrer, QuickMS organise très souvent des webinars. Est-ce que tu veux nous montrer tes prochains webinars? Alors, on a, en fait, nous, on organise donc des webinars à thème sur les 10 indicateurs clés. On va aller zoomer sur le thème de l'absentéisme, le thème de la masse salariale, les formations, les entretiens. Et on fait des webinars qui durent à peu près 20-25 minutes, et assez régulièrement. Donc là, vous aurez à la fin du slide le planning des webinars sur les 10 indicateurs clés. On donne pas mal de statistiques nationales sur le pilotage des RH. Ça fait un peu un mode baromètre. Et on a 2 webinars pour le CSE qui tourne autour du CSE avec un webinar consacré aux commissions et un webinar consacré au budget de fonction. Merci. Alors, il y a eu une question, mais purement logistique, qui était: est-ce que nous pourrons revoir le webinar? Oui, il sera disponible en replay. Et finalement, Julie nous dit: ah si, finalement, j'ai une question. Quels sont, selon vous, les 10 indicateurs clés? Waouh! Alors, c'est super large. En fait, il n'y a pas d'indicateur. Alors, je vais prêcher contre mes webinars, mais il n'y a pas d'indicateur clé à proprement parler. Il y a surtout une analyse de venir regarder l'état des lieux de votre entreprise et de regarder où ça
pour que ça blesse, pour mettre en place les indicateurs clés pour votre entreprise. Exactement. On trouve des beaux indicateurs et beaucoup de choses très intéressantes dans chaque thème. Il faut presque adresser chaque pan de la RH différemment avec un KPI dédié. Moi, mon conseil, c'est plutôt de mettre des KPI dédiés par thématique, un KPI absentéisme, un KPI entrée-sortie, masse salariale, formation, un pour chaque domaine, avec 3-4 indicateurs. Voilà. Exactement, moi je ne peux que surenchérir en disant le but c'est d'abord faire la bonne analyse, comprendre où est le problème, donc ça c'est simple avec les outils qu'on est en train de vous présenter, et à partir du moment où vous avez priorisé vos plus gros chantiers, vos plus gros leviers, c'est de détailler des KPI qui sont adéquates et adaptées à ces chantiers et de les suivre. Et c'est ce que je vais vous montrer, ce que je vais montrer tout à l'heure avec ce que Christophe aussi vous a montré, avec cette façon de montrer de faire des boucles de feedback. Gabriel, beaucoup de KPI prennent en compte une base en début de période, mais comment faire dans une entreprise en forte croissance de 20 à 60 salariés? Je vais commencer juste par répondre. L'intérêt, justement, c'est d'avoir Alors, nous, tous nos outils de feedback, parce que finalement, ce ne sont que des outils de feedback et de coaching, en fait, l'intérêt, c'est de les déployer et que ça tourne, en fait, que ça soit régulier. Vous savez, il y a une grande tendance qui est ce qu'on appelle le continuous RH, hein, le HR, les RH continu. Finalement, ça marche plus, le truc de faire les choses une fois. Comme les entreprises sont en fort mouvement, effectivement, Christophe, Stéphane et vous, Gabriel, on est tous les trois dans des entreprises qui sont en très forte croissance, donc ça bouge beaucoup tout le temps. Là, il faut de la data qui se mette à jour sans effort et régulièrement. Voilà, c'est ce que nous, on vous propose. Alors moi, si tu me permets, Stéphane, je peux compléter. Donc, en forte croissance, il faut des indicateurs pour contrôler la qualité de votre croissance. Par exemple, le taux de survie que je vous ai présenté est quand même extrêmement important parce que la forte croissance, on se met à recruter vite. Quand on recrute vite, on ne prend pas forcément le temps de bien recruter, donc il faut s'assurer de la qualité du recrutement. Après, vous pouvez mettre en place des indicateurs sur l'ancienneté qui prend en compte et qui analyse que les personnes déjà installées et des indicateurs qui sont que sur les gens qui viennent d'arriver aussi pour regarder comment ça se passe. Le sujet, c'est de s'assurer que tout le monde reste embarqué, en fait. Qu'il n'y a pas de désalignement avec. Moi, je pense que c'est vraiment le grand sujet de la croissance. Je vais vous partager nos prochains webinars, si j'arrive, pour. Alors, on a une autre question qui est dans le chat, qui est de Mounir. Vous ne pensez pas que certains KPI pètent de leur pertinence, tels que l'absentéisme, on a vécu la pandémie, et beaucoup d'entreprises favorisent le télétravail? Alors, sur la pandémie, Mounir, très bonne question. Nous, on a fait des stats où, en fait, le taux d'absentéisme 2018-2019, on est autour des 7-8%. Et avec le Covid, on est monté à 12%. Donc, non, justement, c'est encore mieux. Il faut aller l'analyser encore plus profondément, vérifier que la pandémie a certes un impact, mais surtout qu'il arrête l'impact, que derrière, on retombe sur des seuils d'avant, de pré-pandémie. Tout à fait. Voilà. Rigolo sur la pandémie aussi, on a eu beaucoup moins d'AT. Voilà, l'AT, l'accident du travail et les maladies professionnelles ont baissé. Les gens ont arrêté en mode c'était chômage partiel. Donc non, ça reste important. Ça reste encore plus important dans cette période-là où on a une grosse problématique de l'emploi sur le marché français. Alors, je ne sais pas à l'international comment ça se passe, mais je pense que c'est à peu près pareil. De ce que je lis, c'est que dans le monde, les têtes pensantes, les cadres supérieurs, on n'a pas de problème d'emploi. Donc, important d'aller vérifier que sur ces populations-là, tout se passe bien, qu'on fasse du 360 feedback, qu'on les recrute correctement, etc. Exactement. Je pense qu'il est de plus en plus important de suivre et de mettre en place des KPI RH. Bon, je prêche ma paroisse, mais je suis réellement convaincu. Non, mais tu as raison. En général, quand on se dit c'est pas la peine de le faire, c'est justement le sujet qu'il fallait traiter. Moi, je trouve il faut rien deviner. Il faut juste. C'est tellement simple maintenant avec ce genre d'outils d'avoir les infos qu'il faut regarder et peut-être remarquer que ça valait pas le coup de le suivre, mais au moins avoir l'info. Il faut arrêter de deviner. Il faut dissiper la fumée, je pense. Je vous ai affiché.
Pardon, Ouais, vas-y. attends juste, et pour Julie, suite à votre demande, je vous envoie un petit lien pour télécharger des modèles de tableau de bord RH. J'espère que ça vous aidera. Voilà, je vous ai Voilà. affiché les quelques webinaires qu'on organise durant le mois de décembre, avec en particulier 2 témoignages qui seront vraiment intéressants, le retour d'expérience d'IAC Partner, et puis sur le comment développer la culture managériale avec Bixo, et puis le témoignage de la DRH du groupe Maïf, qui nous expliquera comment, avec Bixo, ils ont réussi à transformer leur dispositif d'écoute pour améliorer l'engagement et la performance, et puis des webinars sur nos produits, un sur le 360 et un sur Pulse. Voilà. Je pense qu'il est maintenant à peu près l'heure d'arrêter. Je crois qu'il n'y a pas de nouvelles questions. Merci beaucoup, Christophe. C'était un Merci plaisir. à toi, Stéphane. Surtout, Merci pour merci à toutes tout vos le monde questions. pour les questions, la participation. Exactement. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.